Avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous annoncer que je vais avoir besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous pour continuer à maintenir, développer et faire grandir toujours plus ce podcast. Voilà pourquoi je viens de lancer une cagnotte participative afin de vous mettre à contribution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons et les motivations de cette démarche, je vous invite à écouter l'épisode Intention et Ambition 2024 où de cœur à cœur je vous explique tout. Vous trouverez le lien ainsi que celui de la cagnotte en description. Merci d'avance pour votre soutien. Place à l'interview du jour. Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Sur le chemin de la découverte de soi, la relation de couple est l'une des meilleures façons de se connaître, mais aussi l'une des plus complexes. Claude Parisot, thérapeute et auteur du livre Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, aide à rétablir le dialogue et la connexion au sein de cette danse qu'est la relation amoureuse. Claude nous explique comment notre partenaire de vie peut nous éclairer en reconnaissant et en récupérant les parties de nous-mêmes mises de côté, notamment durant l'enfance. Nous échangeons sur les comportements des hommes dans la relation, sur les difficultés à se remettre en question et à demander de l'aide, autour des problématiques comme les mécanismes de défense, les projections, la vulnérabilité, le rapport au corps ou encore l'engagement. Un épisode pour comprendre la dynamique de couple et favoriser la communication, l'expression des besoins, la responsabilité personnelle et la connexion émotionnelle afin de cultiver des relations épanouissantes et joyeuses. Bonne écoute. Salut Claude. Salut Loïc. Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Comment vas-tu? Quelle est ta météo du jour, du moment? Météo du jour, comme j'ai passé une bonne nuit, je me sens reposé là. Je me sens fatigué, j'ai une période de fatigue en ce moment. Puis m'apprête à partir à La Réunion, donc il y a de la joie. Écoute, on est sur la même fréquence parce que j'ai bien dormi après quelques nuits un peu agitées. Donc, et je suis en joie de t'accueillir et de parler de couple. C'est, je pense, une thématique importante aujourd'hui d'aborder, notamment avec les hommes. On va parler de ton livre, notamment, qui s'appelle Réenchanter le couple grâce à la méthode Imago. Et puis je t'ai invité aussi au-delà du couple, tu vas intervenir dans un colloque, un sommet qui s'appelle la nouvelle voix masculine, fin mars. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer aussi. J'aime bien donner l'opportunité à mon invité de se présenter ou de dire en quelques mots ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a envie de partager pour se présenter. Comment tu le ferais, toi? Ouais, j'ai fait un peu différemment parce que comme on est là pour parler de couple et aussi sur les hommes dans le couple, en tant qu'homme, voilà, j'ai été professeur d'éducation physique moi pendant 20 ans. Et puis c'était un accident de moto, j'ai fait 1 an d'hôpital. Il a fallu que je me reconvertisse parce que je pouvais plus marcher à l'époque. Et voilà, pendant ma rééducation, ça m'est venu. Voilà, au fil des rencontres, j'ai changé de voie. J'ai voulu accompagner. J'ai toujours voulu accompagner les personnes. J'ai toujours été un transmetteur. C'est pour ça que j'étais prof, mais ça me convenait pas d'être prof. En fait, au niveau de l'éducation nationale, c'était pas là que je sentais que mon âme, elle s'ennuyait. Alors, je vais le dire comme ça aujourd'hui. J'avais pas conscience de ça à cette époque-là, mais il y a quelque chose en moi qui était incomplet. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à me former à plein de méthodes d'accompagnement par la relaxation, par la thérapie psychocorporelle, par les thérapies transpersonnelles, et jusqu'à rencontrer la méthode Imago en 2006. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que c'est le moment où je me suis dit, peut-être qu'un jour je vivrai le couple. Parce que je me sentais tellement incompétent, mais tellement différent. Je me sentais un monstre à l'époque. Aujourd'hui, je me dis plus ça. Je me dis que je suis différent. On est tous différents, en fait.
Mais j'ai pas mal de neuroatypies qui font que le couple, c'est assez compliqué. Donc, ça m'a toujours intéressé, le couple, et voilà pourquoi je suis arrivé thérapeute de couple. Avant ça, j'ai beaucoup accompagné les hommes. J'ai envie de dire, c'est que j'ai accompagné pendant 6-7 ans le masculin, les hommes. Et moi-même, j'ai fait dans ma thérapie avec un gestalt thérapeute, j'ai travaillé 6-7 ans sur mon masculin, c'était quoi être un homme. Hmm. Et j'étais tellement pas, je détestais être en compagnie des garçons quand j'étais à l'école. Euh, j'étais, je sais pas, je me sentais très sensible, mais je trouvais que les filles étaient plus intelligentes. Je trouvais ça des garçons bêtes. En tout cas, au collège. Et ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup d'amis hommes à part un, mais jusqu'à mes 40-45 ans, j'ai pas eu beaucoup d'amis hommes. Et c'est assez récent, donc, quinzaine d'années que je, j'ai pas mal d'amis hommes aujourd'hui, puis que j'aime être avec des hommes. Et au contraire, je regrette très souvent dans mon milieu de thérapeute d'être aussi peu entouré d'hommes. Et c'est pour ça qu'à travers l'accompagnement de couple, c'est un vrai message aux hommes que j'ai envie de lancer à chaque fois. Et je vois qu'à travers les couples, je touche beaucoup les hommes par le fait que je sois un homme et en chemin, on va dire. C'est un peu ça mon parcours. Et je suis aussi sexothérapeute. J'ai voulu me former en sexo parce qu'on ne peut pas accompagner les couples sans parler sexualité, qui est une partie importante. Et je trouve que nous, les hommes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. Oui, et je partage. Ouais, merci pour cette présentation, ça me fait écho à beaucoup de choses. La méthode Imago, c'est quoi l'Imago? L'imago, pour nous deux passionnés de Jung, ça vient de Jung, hein, c'est l'image. Imago, c'est-à-dire image qu'on imprime en nous de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. C'est l'image qu'on imprime très jeune, entre 0 et 6 ans, et qui va dormir pendant un certain temps, qui va se réveiller aux premiers émois amoureux. Et quand on tombe amoureux, voilà, on tombe amoureux de notre imago. L'imago, c'est tout ce qu'on a intégré de nos parents, de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et, et en fait, c'est notre inconscient qui va choisir un partenaire, en fait, qui va tomber amoureux. On va aimer des choses qu'on n'a pas eues ou des choses qu'on a eues, qu'on a envie de retrouver. Mais tout ça, c'est inconscient. Hmm. Voilà, c'est ça l'imago. En gros, c'est Erwin Hendricks et sa femme Helen Hunt qui ont appelé cette méthode imago parce que dans le couple, l'autre est vraiment un miroir. Et le miroir de plein de choses, de toutes les choses magnifiques qu'on a vécues enfant comme les choses les plus désagréables. Et, voilà. Et que tous les défis du couple prennent leur source dans leur enfance. Est-ce que tu me permets de lire un extrait de ton bouquin? Bien sûr. Il y en a un que j'aime bien. Redevenir moi-même. Lorsque nous rencontrons notre partenaire amoureux, si nous n'avons pas fait la démarche pour aimer en conscience, nous chercherons avant tout à redevenir nous-mêmes à 100% grâce à lui. Autrement dit, nous rencontrons quelqu'un dans l'espoir de pouvoir enfin exprimer les parties refoulées en nous. Notre partenaire est en effet la personne pouvant nous donner accès à nos parties manquantes. Paradoxalement, c'est la personne qui est souvent la moins équipée pour nous donner ce dont nous avons le plus besoin. Pourquoi est-elle la moins équipée? Tout simplement parce qu'elle est elle aussi, mis de côté certains de ses besoins profonds dans le but de se sentir aimé et reconnu. Ainsi, nous nous retrouvons avec une partenaire qui, en miroir, exprime tout ce que nous ne pouvons voir ni accueillir en nous, et nous-mêmes exprimons ce que notre partenaire ni peut ni voir ni accueillir. Ouais, ça veut dire quoi, redevenir soi-même? Disons que c'est complet, hein. C'est bien de décrire parce que on est aussi, c'est mieux dit que j'aurais pu le dire comme ça. On relit. Mais c'est tout à fait ça. En fait, si on voit la rencontre amoureuse comme quelque chose de plus spirituel, au sens large du terme, hein, sans rentrer, mais c'est que si le couple, on rencontre une personne, en fait, le couple, il est là pour rencontrer une partenaire qui va être la meilleure personne pour nous aider à récupérer tout ce qu'on a mis dans notre congélateur enfant, pour être aimé. Et elle est en même temps, elle va être la meilleure personne pour justement nous appuyer sur nos boutons rouges, sur nous faire prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas eu, et puis aussi de nous réveiller les choses qui étaient déjà difficiles dans l'enfance. Et en même temps, c'est la personne la moins bien équipée pour nous donner ce dont on a le plus besoin. Et le but, c'est de récupérer son entièreté. Donc, ça peut pas se faire sans conflit ou sans différence, sans tension. C'est la personne, on pense qu'elle va nous donner, puis que finalement, au début, à la période romantique, on pense que, avec nos hormones, qu'on pense que l'autre, c'est la meilleure personne qu'on a rencontrée, enfin, notre moitié.
Sauf que c'est pas la réalité. Après, quand le décor tombe et quand nos hormones ne fonctionnent plus de la même façon, qu'elles sont plus présentes, on se rend bien compte que l'autre, il vient juste nous appuyer et il va pas pouvoir nous donner ce dont on a le plus besoin. Et si on n'en prend pas conscience, on va réclamer, on va critiquer, on va harceler, ou alors on va se fermer, tout dépend comment on réagit. Et puis on va s'éloigner immanquablement. C'est vrai que si on n'a pas les outils, après ça devient des conflits, des tensions qui n'en finissent plus, qui finissent par la séparation ou par ce que j'appelle le divorce invisible, c'est-à-dire on reste ensemble pour les enfants ou pour autre chose, parce qu'on a peur d'être seul ou pour plein d'autres raisons, mais on n'est plus en relation. Ouais, tu dis c'est retrouver les parties de soi. Qu'est-ce que comment tu l'expliques, c'est retrouver ces parties de soi? Retrouver des parties, tu vois, je pense que quand on est, il y avait une émission quand j'étais petit, ça s'appelait L'enfant est une personne, ou bien le bébé parfait, tu sais, le bébé est un génie, c'est ça, l'enfant est et on a tous du génie en nous, on a tous plein de compétences, mais par l'éducation, par l'école, par cette voilà, par le fait que des parties de nous n'ont pas pu être entendues ou reconnues à tel moment, que ça soit à l'école, que ça soit à la maison, même avec des super parents, hein. Les parents peuvent pas être 24 heures sur 24 à notre écoute, mais à partir du moment où on a des besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant, on va les enfouir. Ces besoins-là, on va se dire, ça sert à rien que je les exprime. De toute façon, ils vont pas être entendus. Donc on les met dans un congélateur inconsciemment. Mais et ça nous rend incomplets, ça nous rend beaucoup moins épanouis. Et donc on rencontre des partenaires qui vont nous aider à récupérer ces parties perdues en les illustrant, c'est-à-dire à travers le miroir, c'est-à-dire soit on va les voir chez elles, soit on va voir des choses que nous on n'a pas, soit on va voir le contraire. Par exemple, moi je prends souvent l'exemple, moi j'ai souvent rencontré des femmes qui exprimaient beaucoup leurs émotions. J'adore les femmes qui sont pleines de vie. Pourquoi? Parce que même moi, j'étais toujours de la même humeur pendant des années. J'étais toujours sourire. Je n'exprimais rien. J'ai du mal à exprimer mes émotions. J'étais toujours dans la joie parce que j'avais peur de toutes les autres émotions. Et par contre, j'ai toujours été attiré par des femmes qui exprimaient beaucoup la tristesse, la joie, la peur. Et j'adorais ça au début. Puis au bout de quelques années, quand il y a moins le sentiment amoureux, c'était ça que je leur reprochais, de jamais être contente. Faut toujours qu'elles fassent des histoires pour rien. J'y regarde, moi je suis cool, toi t'es pas cool, t'es jamais contente. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'était juste de comprendre que je devais juste apprendre à mettre mes limites, à exprimer mes besoins moi. Que ça me faisait, que c'était difficile pour moi d'accueillir telle émotion à tel moment. J'étais incapable, donc je fuyais, je m'enfermais, et puis il y a rien qui guérissait. Et donc on se quittait, puis je retrouvais la même chose dans une autre relation, sous une autre forme, mais c'était toujours les mêmes défis qui revenaient. Jusqu'au jour où je prends conscience que juste que moi aussi j'ai des émotions et que je dois apprendre à les exprimer, et puis que j'aurai moins de mal à accueillir celles de l'autre si moi-même j'apprends à accueillir les miennes. Oui, tu parles dans le livre de comportement défensif. Toi, c'était la fuite. Moi, ma grande, c'était la fuite, mais d'abord l'anesthésie et fuite. C'est vraiment gros. Ouais. Mais ça va avec, hein, mais le règne animal, dans le monde animal, c'est aussi, tu vois, les cerfs, ils vont s'anesthésier, ils vont se figer. Je me souviens, j'avais renversé un chevreuil, moi, une année, et ça m'avait fait vraiment un choc dans le sud. Et puis, le temps que j'appelle quelqu'un, je me retourne, il était plus là. Parce qu'après, il se fige, après, il fuit. Ouais, nous, les êtres humains, moi, en tout cas, c'est celui-là que j'utilisais. Le figement, il est toujours là. Des fois, je me clive, je m'en rends pas compte. La dissociation, c'est vraiment quelque chose que, moi, que j'ai appris à travers mes abus. Les abus, quand on est enfant, on n'a qu'une seule possibilité de se protéger. Je pense, c'est ça, hein, c'est pour survivre. Mais après, même sans avoir vécu de grosses blessures comme ça, chez les hommes, c'est quand même un mécanisme de défense assez fréquent. L'anesthésie, le fait de pas sentir ses émotions, de se couper, pour pas se sentir rejeté, par exemple, et aussi de fuir la relation dans le travail, dans les stages, quand on est thérapeute, ça peut être aussi dans les stages, mais on fuit de plein de façons différentes. Il y en a plein, hein. Il y a la fuite, bien sûr, il y a l'anesthésie, mais il y a l'attaque, hein, comme les lions, les tigres. Puis il y a la soumission aussi, on peut se soumettre, c'est-à-dire ne rien dire pendant des années. Et là, c'est aussi un autre mécanisme de défense par rapport à des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Est-ce que c'est important de comprendre le processus de projection? Et carrément. Moi, je commence par ça. On a un dialogue qui s'appelle le dialogue parent-enfant, où on joue le rôle de soi enfant en parlant à un parent réparateur.
Et notre partenaire joue ce rôle-là pour comprendre à quel point on projette sur lui tout ce qu'on n'a pas eu de nos parents. Et projeter sur l'autre, ça veut dire que tout ce que je n'ai pas vécu, tout ce qui est à l'intérieur de moi que je veux pas voir, souvent, eh ben, je vais le reprocher à mon partenaire. Quand je reprochais à mes partenaires d'être agressive, d'être jamais contente, ben, c'était la part de moi qui était agressive, qui était en colère, qui était pas d'accord, mais qui ne disait rien parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Et on va le projeter sur l'autre. Et je vais projeter aussi ça, cette colère aussi de mes parents, où je les voyais souvent en colère, ou alors parlaient d'une manière, ils se parlent entre eux déjà d'une manière pas agréable, donc désagréable, non respectueuse. Donc j'allais projeter toute mon histoire sur mes partenaires systématiquement. La colère que j'avais contre ma mère de cette laisser-faire, ben, je l'ai projetée pendant des années sur les femmes. Ouais, tu dis que votre partenaire est responsable à 10% de ce que vous ressentez, ce que tu dis dans le livre. Ben oui, l'autre, il appuie juste sur des boutons. Si je suis en colère à un moment donné dans quelque chose qu'elle me dit, peut-être qu'un autre partenaire, s'il vivait avec un autre partenaire, il serait pas en colère, lui. Eh bien, moi qui suis en colère, donc, c'est d'aller voir mes 90%. Ma partenaire, elle appuie que à 10%. Facile dans la théorie, hein. Oui. Moi, en thérapeute imago au début, j'arrivais pas à switcher. Je me sentais pas assez en sécurité pour aller voir chez moi parce que je me sentais beaucoup reproché dans mes relations. Parce que moi-même, je me reprochais des choses. Je me critiquais tellement que je tombais sur des femmes qui me critiquaient. Ça a été une transformation d'abord chez moi, mais c'est vrai que c'est vraiment important, c'est essentiel de comprendre que l'autre n'appuie que sur un bouton. Il n'a pas le pouvoir. C'est ça, on donne beaucoup de pouvoir à l'autre, mais l'autre n'a pas le pouvoir de nous mettre en colère ou de nous rendre tristes. Quand on entend, même les parents avec les enfants, ah, mais tu me rends triste quand t'es comme ça, ou tu vois, ou quel pouvoir on donne à l'autre. Non, imagine aussi, c'est horrible parce que lui après il va plus jamais exprimer une émotion de peur de rendre triste ou en colère ses parents. Ce qui fait que les mots qu'on emploie, alors je veux pas culpabiliser les parents, puis il faut normaliser aussi ça. On fait tous des choses comme ça. Ce qui est important, c'est après de revenir quand on se rend compte qu'on a dit des choses qui n'étaient pas justes, c'est de revenir et puis de réguler après. Avec le couple, pareil. Hein. Avec ma partenaire, quand je suis avec une partenaire et que je la critique ou que je réagis, on réagit. Ben la différence, c'est que au bout de quelques heures ou voilà, on s'en attend, mais je vais revenir et puis dire voilà, là je suis désolé, je me suis pas bien comporté, ou est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi je réagis comme ça, et d'aller voir mes 90%. Et l'autre, dans ces cas-là, se met face à nous. Dans Imago, c'est ça, l'autre fait le miroir et se pose dans un contexte sécurisé. Ouais, c'est marrant je veux dire, de changer de paradigme, de se dire que finalement le reproche peut devenir quelque chose de positif, puisqu'on, comme tu dis, on reproche à notre partenaire ce que nous ne voyons pas chez nous. Ouais, le tutu, comme on dit, le tue l'amour. Le tu qui tue, et on reproche ce qu'on c'est Marshall Rosenberg, hein, qui est en communication non violente, qui disait, j'adore hein, cette phrase-là, que un besoin n'a besoin de personne déjà, donc on peut gérer nos besoins même quand l'autre n'est pas dispo, et puis que si on n'arrive pas à les exprimer, ben ce besoin qui n'est pas exprimé, cette émotion qui est là, va être reprochée à l'autre. Une critique, c'est toujours un besoin ou une émotion ou un sentiment qui n'est pas exprimé, parce qu'il y a de la peur de le faire, il y a peur de pas être accueilli, hein, inconsciemment ou consciemment, il y a toujours une peur derrière. Et c'est ça qu'on fait dans la méthode Imago, c'est qu'on met de la conscience sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sur nos peurs, nos besoins, pour éviter ensuite de les projeter et puis de les dire à l'autre, de se sentir entendu, vu, validé. C'est ça qui répare la partie enfant à l'intérieur de nous qui n'a pas été entendue enfant. C'est ça. Et comment on fait pour... tu sais, quand tu parles depuis tout à l'heure de quand l'autre vient appuyer sur les boutons rouges, comment tu vois, on sort peut-être de cette réaction, comme tu disais, de comportement défensif, parce que c'est pas simple, quoi. Tu vois, quand ça vient appuyer, de dire, waouh, attends, là, elle a appuyé, c'est quoi qui est à moi, c'est quoi qui est à elle, ou à lui. C'est hyper dur si on n'a pas les outils. Moi, c'est clair. Quand on l'a fait, moi, je l'ai fait ça des années, mais sans outils, sans thérapeute, jamais j'y serais arrivé. Si on veut y arriver seul, parce qu'il y a la croyance dans nos éducations qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, c'est l'adage le dit, c'est complètement faux. On est des êtres sociaux, on est là pour s'entraider, c'est ce qui manque. Même quand on parle de développement personnel, on devrait parler de développement relationnel aujourd'hui.
personnel, c'est très égocentré. Et c'est juste d'apprendre à avoir des outils pour juste dire je suis désolé, de se montrer vulnérable à un moment donné, d'oser dire je suis désolé, je me suis trompé. Mais souvent on le fait pas parce qu'on se sent pas en sécurité. Et c'est ça la clé, c'est la sécurité. C'est-à-dire que je peux pas me montrer vulnérable si je me sens pas en sécurité dans la relation. Et si je me sens pas en sécurité, il faut trouver un outil ou une personne qui va nous mettre en sécurité. Et ce dialogue imago permet vraiment, il a une structure telle qui permet de vraiment se déposer, se dire, parler de soi, que l'autre ne se sente pas accusé, pour pouvoir aller dans notre vulnérabilité et l'exprimer à notre partenaire. Et ça, c'est guérisseur. C'est guérisseur pour la relation, c'est guérisseur pour notre enfant intérieur. Et ça crée que de la douceur et de la paix derrière. Oui, développement relationnel, de relation à soi et relation à l'autre. Et tu parles de sécurité, ça me fait penser tu dis que dans la relation, il y a 2 rôles. Il y a le minimiseur et le maximiseur. Tu peux nous expliquer? Oui, c'est pas aussi. C'est vrai que quand on le voit comme ça, moi j'aime pas les cases et les enfermements. Oui, Et t'inquiète pas non on plus. peut voir. Il n'y a pas forcément un minimiseur, maximiseur. Il y a des comportements minimiseurs, dans un maximiseur, et il y en a qui sont profondément. Moi, j'étais profondément un minimiseur. Et en imago, Harvey Hendrix, il a fait 2 catégories pour pas que, parce qu'il y en a plein. Il y a les évitants, tu sais, les anxieux évitants. Il y en a plein. Il y a plein de grilles différentes. Moi, j'aime bien le fait de, en résumé, qu'il y en ait 2 sans se sentir enfermé, c'est-à-dire que le minimiseur, c'est celui qui a plutôt la peur du rejet, qui a plutôt qui est 90%, ce sont les hommes. Faut dire ce que c'est. Malheureusement, c'est encore ça. Mais dans les stages, on le voit quand on joue, il y a une ligne d'hommes et une ligne de femmes, presque des fois il y a 1 ou 2 hommes qui se mêlent au maximiseur et vice versa. Mais c'est encore assez genré. Objectivement, c'est pas moi qui veux genrer les choses, c'est juste que c'est comme ça. Et même dans les couples homosexuels, il y a aussi toujours un qui a plus une composante masculine, féminine, un qui est plus minimiseur ou une qui est plus minimiseur et un maximiseur. Donc le minimiseur, c'est celui qui va se fermer, qui va justement fuir la relation, qui a besoin d'espace, qui va revendiquer la liberté, qui a l'impression que quoi qu'il fasse, c'est jamais assez bien. Il a l'impression de faire quand même des choses, mais quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est jamais assez bien, donc autant rien faire. Ça, c'est le minimiseur, c'est plutôt le masculin. C'est là derrière, il y a la blessure, comme je disais, la blessure de rejet, c'est-à-dire on a peur d'être rejeté, donc on va rien dire, on va plutôt se taire et on va faire, on est plutôt dans le faire. Et on l'appelle la tortue, on va se mettre dans notre carapace, un peu comme l'ours dans sa caverne, en gros. Le maximiseur, on l'appelle la tempête de grêle. C'est très bien imagé, la tempête de grêle, parce que ça tombe d'un coup et très fort. Je vois. Donc ça, c'est nos partenaires féminines souvent. Et puis et les émotions vont vite venir. Elles sont très émotionnelles. Nous, on est plus rationnels déjà aussi les minimiseurs. Et plus la partie émotionnelle qui va tout de suite vouloir régler les problèmes tout de suite parce que tellement peur de perdre le lien. Besoin de sentir le lien, sentir la connexion. Et plus ils ont envie de sentir la connexion, plus ils vont des fois le faire peut-être d'une manière pas toujours agréable, c'est-à-dire que ça va se faire sous forme de reproche. Et donc le minimiseur va se fermer encore plus. Et plus il va se fermer, plus la tempête de grêle elle va venir chercher. C'est la danse classique de une grande partie des couples, on va dire. Il peut y avoir de minimiseurs, de maximiseurs, puis il peut y avoir aussi, en fonction du couple. Moi, j'ai été très souvent minimiseur. Aujourd'hui, je suis moins. Bon, déjà, c'est lié à la confiance qu'on prend. Je le disais récemment dans un autre podcast. C'est vraiment lié à la confiance que l'on peut prendre en soi. Plus j'ai confiance en moi, plus je vais sortir mon énergie, plus je vais oser parler. Donc, je vais être moins minimiseur. Aujourd'hui, je me sens moitié-moitié. Après, il y a des sujets aussi. Par exemple, les hommes sont plus maximiseurs dans le sujet de la sexualité. C'est eux qui vont être en demande, c'est eux qui vont venir chercher un partenaire. Tu vois, voilà. Mais souvent, il y a quand même une dynamique. Quelqu'un qui va être plus dans sa grotte, quelqu'un qui va avoir besoin de plus de calme, de pause, de prendre le temps avant de parler. Et il y en a un qui va qui va être plus géré par ses émotions, qui va plus vouloir régler les choses tout de suite. Et la peur très souvent du maximiseur, c'est la peur de l'abandon qu'il y a derrière. De se sentir abandonné, le sentiment d'abandon. Les deux l'ont vécu, très souvent. Le sentiment d'abandon, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'enfance, même si on a des super parents. Il suffit de situations de maladie où on s'est retrouvé seul, où on s'est senti abandonné. Se sentir abandonné, ça veut pas dire qu'on a été abandonné. C'est vraiment différent. Oui. Mais bon, il y a plein de livres là-dessus. Je renvoie les gens. Il y a beaucoup de théories. Mais merci quand même
de l'évoquer. Et ouais, maximiseur, minimiseur, j'entends yin-yang, j'entends féminin, masculin. Il y a un défaut ou un excès il y a une balance qui est pas bonne, j'entends, dans l'un ou l'autre grille de lecture, rôle. Bah, je pense que chez tous les êtres humains, quand on fait de la thérapie ou quand on fait de la recherche de soi ou quand on fait de la méditation, le but c'est d'équilibrer les pôles yin et yang. On a tous ces deux-là. Chez nous, les hommes, ben, on a à apprendre notre féminin, l'accueil, aussi le monde des émotions, la sensibilité. On est sensible aussi, mais juste de l'accueillir, d'apprendre à recevoir cette sensibilité-là et de la vivre. Et chez les femmes, c'est aussi, elles ont souvent l'impression qu'elles doivent être plus dans ce pôle aussi. Elles aimeraient bien, elles, être plus dans ce pôle féminin, mais souvent, ce sont elles qui portent dans la relation. Elles ont l'impression de faire beaucoup, en fait. Et c'est juste un équilibre à retrouver. Parce qu'elles font pas plus que nous, les hommes. C'est que nous, les hommes, on le fait différemment. On n'a pas les mêmes langages d'amour aussi, on n'a pas les mêmes façons de montrer notre attachement. Et c'est un apprentissage justement d'équilibrer les deux pôles. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, mais moi c'est ça, pour moi la recherche tout le temps, c'est d'équilibrer ces pôles masculins et féminins. Pour y venir justement aux hommes, qu'est-ce que tu constates toi de ta position de thérapeute aujourd'hui des comportements des hommes dans le couple? C'est la peur. Qui règne, c'est la peur. Et la peur de pas être à la hauteur. Ils ont même pas, ils disent mais non, mais j'ai pas peur. Mais ils sentent même pas leur peur parce que souvent ils sont anesthésiés ou dissociés. Ce qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils ont pas peur, mais bien sûr qu'il y a de la peur derrière. Tous les comportements défensifs que l'on peut avoir, c'est lié à des peurs. Mais il faut être en contact avec son enfant. Mais si on ne sent pas ses besoins, si on ne sent pas ses envies, et pourquoi on ne sent pas nous les hommes beaucoup? Parce qu'on a été éduqués à faire, on fait. Ça, même dans les clichés, dans les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est assez cliché, mais Ouais. une femme, elle va vouloir être écoutée, et l'homme, il va vouloir donner des conseils ou il va vouloir aider et faire quelque chose, Trouver une solution. trouver des solutions. Mais non, c'est-à-dire que c'est juste ça à apprendre, c'est apprendre à comprendre comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, et surtout à apprendre pour les hommes en tout cas, c'est apprendre à exprimer leurs besoins, leurs limites. C'est ça qui est parfait. On le voit dans les groupes comme MKP, dans les groupes d'hommes, on voit combien l'homme a perdu ses racines et sa verticalité, et que ça peut se faire en douceur aussi de dire mais non, mais là je suis pas d'accord. Ou là, mais des fois il sait même pas qu'il est pas d'accord, c'est ça le truc. Et en allant vite, on dit toujours c'est ralentir pour sentir. Et nous, on fait, et faire, c'est aller vite. Et on voit le monde du travail, on voit le monde moderne, Le monde tout court. Ouais. il monte tout court, il accélère tout le temps. Donc, on est de moins en moins en contact avec nos ressentis. Et c'est vrai que nos partenaires féminines, elles le sont plus naturellement parce que on les autorise à ressentir enfant, pour une femme c'est normal, d'exprimer les émotions. Elles ont les règles, elles ont les cycles qui les poussent à ralentir, même si des fois, moi j'étais prof de gym. Je me vois en tant que prof de gym, je les écoutais quand même pas mal, mais je voyais qu'elles jouaient avec ça, mais pendant les règles, ben, leur corps invitait à ralentir aussi. Et moi, j'écoutais pas forcément ça. Et puis, tu vois, je les forçais à bouger, alors qu'elles ont des cycles et il y a des douleurs liées à ces cycles. Il y a plein de choses. Ces cycles leur permettent d'apprendre à mieux sentir leur corps. Bon, il y a plein de choses qui font que nous, on a notre sexe qui est à l'extérieur. Donc, on va chercher à l'extérieur même notre plaisir. Les femmes, elles ont leur sexe à l'intérieur. Donc, elles vont plus vers l'intériorité. Et nous, notre chemin, s'il y a un message à donner aux hommes, oui, notre chemin, c'est aussi apprendre à aller à l'intérieur de soi, d'aller être curieux de notre monde intérieur, parce que si on le fait pas, on va projeter tout ce qu'on veut pas aller voir, on va le projeter sur notre partenaire. Et toute notre souffrance ou nos blessures ou nos besoins non satisfaits de l'enfance, si on veut pas les regarder parce que ben, on est des adultes, on n'a pas besoin de... C'est bon, l'enfance, j'ai grandi, oui, j'ai souffert, mais aujourd'hui, je suis adulte. Ben non, t'es adulte. Mais il y a un petit garçon à l'intérieur, il y a une petite fille, soit les deux. Et si on va pas le regarder, eh ben, ce petit enfant, il va prendre toute la place, il va hurler. Il va hurler, et c'est lui qui hurle dans la relation, qui se met en colère ou qui fait, et qui prend toute la place. Il y a plus d'hommes. Et quand il y a plus d'hommes dans la relation, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un petit garçon. Puis le petit garçon, ben, il peut pas faire l'amour avec sa femme, parce qu'il est petit garçon. Puis souvent, ce petit garçon-là, il va mettre sa femme, il va lui reprocher d'être une mère, de toujours repenser à sa place. Eh ben oui, mais on fait pas l'amour avec un parent. C'est pour ça que les couples ne font plus l'amour au bout de quelque temps.
dans beaucoup de cas de gens qui viennent me voir, il n'y a pas de sexualité. C'est pour ça que je fais beaucoup de stages aussi sexualité pour couple, avec mélangé avec Imago, parce que il y a toute une rééducation à apprendre. C'est quoi d'être un homme, c'est quoi d'être une femme, c'est quoi comment on fait pour se comprendre, comment on fait pour se parler de cœur à cœur, et de laisser nos enfants à la fois lui laisser sa place, mais faire en sorte qu'ils prennent pas toute la place. Est-ce qu'il y a aussi une peur de perdre en liberté? Oui. En fait, je disais tout à l'heure, le minimiseur, il revendique la liberté, tandis que le maximiseur revendique le lien. Tu sais, je cherche toujours le lien. Et plus on cherche le lien, plus le minimiseur, il va chercher la liberté. Donc, l'homme va chercher la liberté, il va avoir l'impression d'étouffer. En fait, c'est un faux sujet, le sujet, il est déplacé. On revendique la liberté, mais on a autant besoin de liens que nos partenaires, tout comme nos partenaires ont autant besoin de liberté. C'est juste que on a besoin de contrôler parce qu'on a peur. Mais tant qu'on sent pas la peur, on va vouloir contrôler l'autre. La liberté, c'est pas l'autre. Moi, j'ai cru longtemps aussi que les femmes, elles voulaient m'empêcher d'être libre. Les femmes, bon, après, quand elles sont trop jalouses et tout ça, après, il y a un travail à faire. Mais quand il y a beaucoup de jalousie, c'est à aller voir des deux côtés. Mais pour moi, le couple, c'est de se sentir, je l'ai mis dans le livre, se sentir au moins aussi libre que quand on est seul. Sinon, alors, moi, si c'est pour me sentir enfermé, c'est pour ça que j'ai pas été en couple pendant des années. Et parce que j'ai envie de me sentir libre, mais en lien en même temps, et de trouver avec ma partenaire, qu'est-ce qui fait que je me sens libre, qu'est-ce qui fait que je me sens en lien, et de trouver ensemble, et que les deux s'y retrouvent. C'est ça le défi. Et tant que je pense que c'est l'autre qui m'empêche d'être libre, je vais me sentir enfermé toute ma vie. Parce que la liberté, c'est juste ma capacité à nommer mes besoins, me nommer mes envies, me nommer mes vœux, vraiment ce que j'ai envie de vivre dans la relation. Mais si je le sens pas, et si je n'ose pas le dire, l'autre va m'aimer, mais d'une manière imparfaite, forcément. On va l'amputer d'une partie de nous-mêmes si on lui dit pas ce dont on a vraiment envie. Et c'est ça qu'on fait dans la relation, malheureusement, encore aujourd'hui, la plupart du temps. Ouais, j'entends une liberté intérieure. Trouver une À l'intérieur de soi, c'est mettre des limites et nommer ce qu'on veut vraiment. Trouver une liberté aussi dans la relation. Et oui, tu parlais parce que pour discuter avec pas mal de femmes des relations, il y a beaucoup, oui, effectivement, cette position d'enfant de l'homme dans la relation. Il y a aussi beaucoup cette position de mère. J'en ai parlé avec des amis. Ouais, ça passe aussi par, bon là, ça appartient au travail de la femme, je dirais, ou en tout cas de la, si on est dans un couple homosexuel, on va dire c'est la personne qui porte une position de mère. Qu'est-ce que tu observes aussi de ce côté-là? Moi, je pense, de toute façon, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Et je pense que si les femmes sont capables de voir qu'il y a un enfant dans leur couple, c'est qu'il y a une mère. C'est-à-dire qu'elles se rendent pas compte que très souvent dans la relation, elles sont rentrées en relation en amenant plein de choses, en faisant à la place d'eux, en étant maternantes. Et à bout d'un moment, bien sûr qu'elles en ont marre, parce que elles veulent aussi un homme, mais il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Et c'est là qu'on doit prendre tous 100% de responsabilité de ce qu'on dit. Pour moi, il y en a pas. Oui, il y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. Quand les femmes, elles viennent, et moi, ça me fait réagir, aujourd'hui. Ouais, aussi. Beaucoup d'amour pour ces femmes-là, mais bien sûr. Au début, quand j'étais thérapeute, comme j'avais beaucoup de colère en plus contre ma mère, et je me rendais pas compte, mais je tombais sur des femmes qui venaient et ça faisait 20 ans qu'elles étaient en relation, puis ça faisait 20 ans qu'elles avaient l'impression d'être une mère, qu'elles avaient l'impression de tout porter, qu'elles en avaient ras-le-bol, qu'elles voulaient plus rien faire, que là, c'était le dernière chance, là, ils viennent en thérapie, mais elles veulent plus rien faire. Et j'étais obligé de dire, je dis oui, je comprends vraiment, c'est pas agréable, etc., mais votre partenaire vous a pas dit, il vous a pas attaché au barreau du lit pendant 20 ans, vous a pas enfermé à la cave pour que vous restiez dans cette relation-là. Vous avez vécu l'enfer pendant 20 ans, vous êtes autant responsable d'être resté. Et puis, il y avait plein de raisons. Ah oui, mais vous allez vous rendez compte avec les enfants, tout ça, on va se cacher derrière plein de choses, mais personne nous oblige. Après, on fait des choix, et c'est important de prendre 100% responsabilité des choix qu'on a fait, parce que si on le fait payer à l'autre, là, c'est sûr que là, c'est compliqué. Même pour nous thérapeutes, c'est compliqué quand quelqu'un s'est soumis pendant 20 ans et qui sort de la soumission. Waouh! C'est sérieux parce qu'on a accumulé tellement de colère contre soi d'avoir accepté
tellement longtemps des choses qui n'étaient pas acceptables, même si on les fait payer à l'autre. Mais moi, je leur fais prendre conscience que c'est contre eux qui sont ces personnes-là, les maximiseurs notamment. Et oui, on est responsable à 100% les deux. Il y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. C'est ça que j'aime dans cette approche. Pour nous, on va voir chacun de 100%. Ouais, puis c'est retrouver son pouvoir intérieur, sa responsabilité en fait, de dire. Oui, parce que le maximiseur, moi je te coupe, mais tu vois, le maximiseur pense souvent qu'il exprime ses émotions. Mais souvent, il prend pas responsabilité dans ses émotions. Il va le faire d'une manière critique. Ça va critiquer. Et la critique, ça vient toucher la blessure de compétence que tous les hommes, on a. Je l'ai vu dans MKP, je le vois dans tous les séminaires. Les hommes, tous, on a été éduqués, il faut être compétent, il faut être à la hauteur et tout ça. Et donc, dès qu'il y a une critique, la critique, ça veut dire, t'es pas à la hauteur, tu fais pas bien. Et là, il se passe plus rien. Là, on se plie, on s'anesthésie, on se rend même pas compte, puisque c'est le mécanisme qu'on prend depuis enfant. Puis là, il y a personne. On s'anesthésie, puis après, on va fuir, on va aller c'est ça, les relations extra-conjugales. C'est ça aussi, les chats avec d'autres personnes, la pornographie, toutes ces fuites. C'est aussi lié à ça. Et est-ce que j'ai lu des chiffres comme quoi il y a de plus en plus de divorces et les 3/4 sont quand même initiés par les femmes, apparemment, depuis quelques années. Oui. Ce travail de couple, il demande remise en question. Et est-ce que c'est on le voit plus chez les hommes que c'est compliqué la remise en question parce que ça demande humilité et donc du coup ça vient toucher cette question de vulnérabilité de l'homme fort, que c'est pas faible, pas besoin, etc. Est-ce que tu constates plus de difficultés pour les hommes de se remettre en question? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et bien sûr que c'est ça, on nous a pas éduqués. J'expliquais le côté physiologique, côté éducation, le côté des règles. On nous éduque pas à aller à l'intérieur. Et on fait et on va vite. Et puis, tu vois, on est dans l'efficacité. En plus, au travail, c'est plus facile de trouver de la reconnaissance au travail, parce qu'il y a aussi de faire, de beaucoup de travail, s'investir. Puis là, on a la reconnaissance des personnes avec qui on est, donc on se sent reconnu. Donc on a tendance, ça va être d'aller plus développer le travail. À la maison, c'est l'intimité qui est en jeu. C'est pas pareil. On peut pas être de la même façon. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça demande de se connecter à notre partenaire, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de ralentir. Et on est moins câblé au départ pour faire ça. C'est pour ça qu'il y a des hommes comme toi et moi aujourd'hui, je pense, qui voulons faire passer ce message, qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que qu'est-ce qui se passe là, le cliché quand tu dis qu'il y a 3/4 des femmes qui demandent la séparation, bah oui. Moi, je vois même les copines, elles en parlent, elles disent, mais moi, j'ai besoin de connecter. Puis elles le font pas toujours adroitement, mais elles essayent. Puis à un moment donné, elles en peuvent plus. Puis elles disent, ben là, j'y arrive plus. Là, j'ai l'impression que je m'en vais. Et quand elle dit je m'en vais, ben qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'homme il réagit, non, non. Et là, ils veulent faire le travail, mais il est trop tard. Elles sont parties. Et c'est ça qui se passe la plupart du temps. Mais le nombre de fois, même les gens qui m'appellent pour les stages. Des fois, c'est de plus en plus les hommes qui me disent c'est moi qui appelle parce que j'ai compris à travers ton podcast sur les hommes, que j'ai fait il y a pas longtemps, que c'est important qu'on prenne des initiatives et que on prenne des initiatives dans la relation aussi, pas seulement en bricolant ou en faisant des choses pour la maison. Mais oui. Donc il y a beaucoup de choses. C'est ça qui a changé principalement, c'est de dépasser ses peurs, c'est d'oser demander de l'aide, c'est d'aller à l'intérieur, d'aller voir. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à m'exprimer? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Et juste de demander de l'aide. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Tu parlais de langage de l'amour tout à l'heure. Oui. C'est quoi les langages de l'amour des hommes? Essentiellement, le toucher physique et les services rendus. On aime bien rendre des services. Je prends l'exemple, j'ai des amis au Québec, c'est vraiment l'histoire, mais classique, hein. Lui, vraiment un couple qui s'aimait. Je les voyais vraiment s'aimer, mais ils passaient pas de moments ensemble. Elle, c'était vraiment de passer des moments de qualité qu'elle voulait avec lui, de nourrir le lien pour pouvoir faire l'amour. Et elle faire l'amour, si on passe pas de temps ensemble, elle dit, il y a pas besoin de pré-contact, de préliminaire, comme on dit, mais ça veut dire, ça débute le matin. C'est-à-dire, c'est un sourire, c'est se prendre dans les bras, c'est voilà, créer. C'est pas, allez, hop, on a une heure. C'est vraiment ça. Et lui, il dit, mais on aura tout le temps pour ça, mais là,
regarde la maison, là, on a besoin de finir la maison pour bien vivre. Là, il y a toute la cuisine. Et l'homme, il faisait tout dans la maison. Pendant 2 ans, il a tout fait dans la maison. Et lui, c'était sa façon de montrer l'amour, de voir pour les enfants, parce qu'ils avaient 2 enfants. Et il voulait vraiment donner le meilleur, et ça partait d'un bon sentiment. Mais il s'écoutait pas, il n'arrivait pas à communiquer, où elle disait, mais moi, j'ai besoin juste de passer un peu de temps rien qu'avec toi. Il dit, mais moi, on peut faire, en faisant l'amour, on passe du temps ensemble. Je passe les clichés. Hmm. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés, et la maison, aujourd'hui, la maison, il y a personne dedans. Donc, passe 2 ans complets à faire pour la famille, mais en ne s'écoutant pas, en n'ayant pas les mêmes langages d'amour. Et à un moment donné, tout le monde y perd. Moi, ça m'a marqué cet événement-là, et me dire, mais à quel point on peut s'aimer puis se passer à côté, quoi. Et à un moment donné, Ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est pas l'amour qui disparaît, mais c'est la connexion. mais oui. Et bien là, c'est juste le bon exemple. C'est-à-dire que là, il y a de l'amour, mais ils étaient plus connectés. Et très souvent, les couples viennent, il y a des couples qui viennent et qui disent, mais on s'aime plus, on sait pas si on doit rester ensemble, on vient pour savoir s'il y a encore de l'amour. Puis on voit très bien, moi je le vois dès le début s'il y a de l'amour ou pas, ou on peut le voir dans la connexion, mais moi je les mets face à face et je les fais se reconnecter à leur rencontre amoureuse à travers un dialogue particulier. Et là, tu le vois, ils se reconnectent, ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont sur le petit pont, nous on appelle ça le petit pont en imago, et être face à face, connectés de cœur à cœur. Et là, à la fin de l'heure, ils pleurent tous les deux, et puis ils se prennent dans les bras, et puis tu vois qu'il y a de l'amour. Hmm. Et ils le retrouvent tout de suite. Hmm. Mais ils ne sentaient plus circuler, puisqu'ils se connectaient plus. Quand on se connecte plus, l'amour est une émotion, mais aussi l'amour est surtout une énergie qui est partout. Mais si on la fait pas circuler entre nous, on peut plus la voir, on peut pas la sentir. Par contre, dès qu'on se pose et qu'on se connecte de yeux à yeux, de cœur à cœur, et sur ce petit pont, on peut se reconnecter à cet endroit-là. C'est ça qui se passe dans les stages. C'est pour ça que en 4 jours, il y a des transformations incroyables. Et quand on fait ça pendant 4 jours, après, les couples repartent en lune de miel systématiquement. Même les couples les plus déconnectés, il y en a qui étaient au bord de la séparation. Il y en a qui étaient même déjà séparés, qui viennent pour être un bon couple parental. Parfois, c'est compliqué parce qu'ils retrouvent une connexion, mais ils ont déjà reconstruit leur vie par ailleurs. Là, ça pose d'autres problèmes, mais c'est juste pour montrer que l'amour, il est jamais très loin. Puis des fois, on fait le travail pour vraiment se séparer, pour se rendre compte qu'on n'a plus du tout d'amour, et c'est aussi possible. Je suis pas là pour dire que les couples doivent rester ensemble tous. Il y en a, ça a du sens de se séparer. Oui, et puis justement de pas continuer, chacun à pas être bien en fait dans cette relation, et du coup de s'oublier, ça serait triste. Oui, mais au moins de faire le travail pour vérifier que on s'est éloigné parce qu'on s'aime plus, ou on s'est éloigné parce qu'on a peur de se connecter, parce qu'il y a la peur de l'intimité. Moi, je parle souvent de la peur de l'intimité. Parce que l'intimité, c'est vraiment se montrer tel qu'on est avec l'autre. C'est vraiment, ouvrir son cœur. Hmm. Bon, pour moi, ma partenaire, elle doit être ma meilleure amie. Si c'est pas ma meilleure amie, ça n'a pas de sens. Mais moi, je vois pas beaucoup ça autour de moi. On préfère parler aux amis, aux autres, mais on dit pas à sa partenaire pour garder un peu tu sais, la croyance qu'il faut garder un peu de secret, de Le jardin jardin secret. Ouais. Mais oui, mais le jardin secret, c'est pas ça. Le jardin secret, c'est qu'on n'est pas obligé de tout dire. Il y a peut-être des choses profondément qu'on peut garder au fond de soi, mais du moment que ça n'empiète pas sur le lien. Hmm. Si ça doit éloigner la personne, moi, si ma partenaire me demande quelque chose et qu'elle sent quelque chose que je cache et que ça va pas, je vais pas lui cacher. Ça n'a pas de fin. Est-ce que ça passe aussi par comprendre que, il y a la fameuse expression, est-ce que l'amour dure 3 ans? Il y a cette espèce de switch aussi de passer de ces fameuses hormones qui sont là pendant un certain temps, et de ce travail finalement qui est d'un coup commencé après ce temps-là. Je connais très bien en plus. Moi, je disais vraiment ça, tous les 3 ans, je changeais de partenaire. Parce Ouais. que peut-être que j'avais plus de désir, donc je pensais que j'aimais plus. Hmm. Rien à voir, le désir et l'amour, c'est 2 choses différentes. Hmm. Tu vois, c'est comme la tension sexuelle et le désir sexuel, c'est pas la même chose. Et on mélange, les hommes et les femmes, à cet endroit-là, on a à dialoguer là-dessus pour comprendre, c'est ça que je fais beaucoup dans les stages. Mais l'amour dure par 3 ans. Le sentiment amoureux du début, là, les hormones durent 3 ans. Mais les hormones qu'on a à l'intérieur de nous, quand on tombe amoureux, c'est pas l'amour. L'amour commence, comme tu disais, l'amour commence une fois qu'il n'y a plus ces hormones-là, ou alors ils sont encore là, mais c'est le travail que l'on fait pour dépasser les conflits
dépasser les incompréhensions. Tu sais, nous on dit que chouette un conflit. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une tension dans la relation, c'est juste la relation qui veut grandir, c'est pas négatif. Sauf que souvent on n'a pas les outils, donc on va se faire du mal, on va passer à la violence verbale. C'est pas ça les conflits. Le conflit, c'est on n'est pas d'accord. Eh ben il y a une pépite d'or derrière ça. Mais si on n'a pas l'outil, ben la pépite d'or, on va pas enrichir la relation en allant chercher cette pépite d'or. Donc c'est vraiment. Ouais, tu dis que l'amour est un chemin et puis l'amour est un travail, mais ouais, est une décision. Ouais, est un choix. Et mais justement, est-ce que ouais, ça passe par travailler sur soi en fait. Même, je sais pas si tu es fan de cette expression-là, mais si l'amour est un travail. Mais on peut travailler sur soi, mais on peut le faire en relation. Eddie Schleifer, qui était une de mes formatrices, c'est un peu vraiment un exemple. Avec son mari, ils ont vécu toute leur vie ensemble, ils ont traversé plein de choses. Mais elle disait que la thérapie en couple, on va 20 fois plus vite qu'en thérapie individuelle. Donc pour certains, il n'y a pas besoin. Des fois, la thérapie couple permet juste d'aller à l'intérieur. Pour certains couples, ça suffit parce que ça permet les dialogues imago. On va vraiment à l'intérieur et on se montre assez nu. Mais par contre, si il y a vraiment des déficits d'estime de soi, s'il y a vraiment des choses qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on fait porter à notre partenaire, oui, il y a une nécessité d'aller aller voir ça en thérapie individuelle, d'aller, oui, le mot travailler, explorer, on pourrait appeler ça, tu vois, explorer à l'intérieur. Mais oui, mais c'est un travail parce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement. C'est comme les dialogues que je propose. Il n'y a pas de secret. La méthode est extraordinaire, mais si on fait pas un dialogue par semaine, il se passe rien. Il va rien. La transformation, elle peut pas s'opérer. C'est comme un jardin. C'est comme dans un potager. Si t'arroses pas ton jardin une fois, si pendant une semaine tu n'arroses pas, il n'y a pas de fruits. Tout disparaît. C'est pareil pour la relation. Si on l'arrose pas une fois par semaine, il se passe pas rien. Minimum, hein. Minimum, on parle de dialogue imago, mais après, il y a comment on le nourrit. C'est toutes les semaines, on se prend un temps pour se parler. Est-ce que tu es content de ta semaine? Est-ce que tu es satisfait de ta semaine avec moi? Est-ce que il y en a beaucoup que tu crois qui font ça? Tu vois, juste de faire le bilan de notre semaine. S'offrir un espace, ouais. S'offrir un espace de partage. Est-ce qu'on a été à la hauteur de notre relation? Tout ça. Mais si on le nourrit ça régulièrement, moi, c'est mon rêve. Je veux dire, c'est mon rêve, mais je l'ai jamais vécu parce que moi-même, j'étais pas capable pendant les 50 premières années de ma vie. Aujourd'hui que je me sens vraiment ouvert à ça, c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est de rester ouvert à ça. Mais par contre, ce qui est important pour moi, tu vois, aujourd'hui, c'est j'aime ma vie telle qu'elle est, j'aime ma vie seule aussi. Et l'autre, je veux pas que ce soit bien, je l'ai pris dans mon livre cette expression-là, mais l'autre, je veux pas que ça soit de l'oxygène pour mes poumons. C'est pas sans elle, je suis perdu. Si c'est non, l'autre c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment un plus. C'est les fleurs sur la table. C'est vraiment un plus dans ma vie. Et ça, ça demande de sortir de la dépendance affective. Ça demande d'apprendre de l'interdépendance. Ça se fait en thérapie. Oui, ça se fait tout seul. Bon courage. Moi, j'en connais beaucoup qui veulent faire tout seul. Très, très long. Et on ne doit pas attendre d'être un produit fini, comme je l'entends des fois, pour être en couple. Si on apprend d'être soi-même bien seul, non. On peut apprendre dans la relation. Comme tu sais, c'est un terreau. La relation, c'est un terreau pour apprendre. Oui, effectivement, on entend souvent, il faut s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Mais j'avoue que maintenant, j'ai changé de position de ce côté-là. Ok, s'aimer soi à travers certaines choses, ok, mais ça n'empêche pas de le faire dans la relation. Oui, puis c'est un chemin. Tu l'as dit. C'est un chemin. Je veux dire, on n'a jamais fini. Ça, c'est sûr, hein, qu'on n'a jamais fini. Et toi, sur ce chemin, t'en es où? Comment t'as appris que tu dis que du coup, t'as eu un moment d'enchaînement de relations de 3 ans? Oui, pendant toute ma vie, jusqu'à longtemps, jusqu'à 47, jusqu'à il y a 10 ans. J'ai pas arrêté, oui, je pense que j'étais pas capable. J'avais trop peur. Je pensais que j'étais un monstre. J'ai découvert que c'était beaucoup de neuroatypie, d'hypersensibilité, de troubles de déficit d'attention, au potentiel, tout ça mélangé. C'est au Québec qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. J'ai pu entendre des podcasts qui m'ont vraiment révélé et comprendre que j'étais pas un monstre. J'ai mis du temps dans la relation en tout cas. Et
c'est vrai qu'il y avait des parts de moi qui pensaient que j'étais pas normal et que j'y arriverais jamais. Puis de vraiment normaliser ça et d'apprendre à aimer ces parties-là, c'est ça qui a tout changé. Et là où j'en suis, j'aime pas tout, bien sûr. Je vois qu'il y a beaucoup de tristesse qui remonte en ce moment, par exemple, d'être capable de créer chez les couples, chez les gens que j'accompagne, je crée beaucoup ça, d'ouverture, d'amour. Ça me fait pleurer. Dans les stages, avec mon collègue, on pleure souvent, tellement c'est beau. Et de voir que j'ai pas su créer ça pour moi encore aujourd'hui, voilà. Ça peut me rendre triste et en même temps, j'essaie de voir ce que ça me renvoie. Voilà, ce que ça me renvoie. Et ok en même temps. Moi, j'ai pas été prêt pendant longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, quand je rencontre, c'est les partenaires qui sont pas prêtes, voilà, à s'engager vraiment. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Mais, mais j'ai la foi. Ouais, ouais, comment tu le vis en tant que, c'est la fameuse expression, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Comment tu vis ça? Au Québec, on dit, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Je préfère cette version-là. Okay. Parce que, oui, c'est normal, on choisit le métier là où on a le plus besoin d'apprendre, donc c'est pour ça qu'on est les plus mal chaussés. Mais et je connais plein de thérapeutes de couple aussi aujourd'hui qui ont beaucoup cheminé, qui vivent des choses vraiment magnifiques, mais cheminent. J'accompagne des thérapeutes de couple, ils ont aussi leurs défis, c'est tout le temps, mais c'est les mêmes, c'est un peu différent, mais on a tous des défis différents. Mais moi, je sais que j'aime ma vie d'aujourd'hui, tout le travail que j'ai fait, je me sens libre. La vraie liberté, elle est à l'intérieur de moi, donc j'attends pas que ça soit une femme qui me rende libre. Tu parlais d'hypersensibilité aussi. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus ces dernières années. Comment tu le vis, toi, cette hypersensibilité dans cette société exacerbée à 10 000 à l'heure? Moi, c'est en étant dans mon propre chemin de ralentir. Tu vois, il faut que je ralentisse quand je vais vite, j'arrive pas à tout faire et là je me perds et je me ferme. Mon hypersensibilité, je me sens enfermé dans mon monde. Mais en ralentissant, en travaillant moins, là j'essaye de faire moins de stages. À partir de 2025, je vais vraiment beaucoup ralentir. Ben, en me laissant du temps, c'est comme ça que j'y arrive à gérer cette sensibilité et aussi cette insensibilité. Il y a, comment il s'appelle, le Belge, le psychothérapeute belge que j'aime beaucoup. Janssen, Thierry Janssen. Thierry Janssen. Et Janssen, il disait, mais faut arrêter de parler d'hypersensibilité. On n'est pas hypersensible, on est juste sensible. C'est les autres qui sont hyposensibles. Moi, je crois plutôt ça. J'y crois aussi. Moi, je me sens sensible de voir comment j'ai été cet homme-là, le cœur fermé, mais je vois tellement de cœurs fermés, notamment chez les hommes, que comment je fais pour vivre ça? C'est juste de faire ma petite part de colibri, d'ouvrir et puis de pas chercher à trop en faire. C'est comme ça que moi j'y arrive et puis aussi de prendre soin de moi aussi là-dedans. C'est vrai que je me sens dès que je vois des gens qui ouvrent leur cœur, moi je pleure, ça me fait pleurer, quoi. Alors pour la plupart des gens, je suis trop sensible ou bien je suis pas adapté à ma société. Je l'ai entendu beaucoup quand j'étais plus jeune. Les filles qui me disaient ça au collège, t'es trop sensible, Claude, tu vas souffrir dans la vie. Elles me disaient déjà ça au collège. Et donc j'ai tout enfermé, mais je regrette pas d'avoir laissé ouvert, même si je me sens un peu différent, mais c'est pas grave. Il y a d'autres personnes comme ça, et puis surtout, je pense que c'est l'avenir de notre société. Je vois les jeunes. Tiens, je vais en parler. Je vais t'en parler. Pour certains, ils vont trouver ça stupide, peut-être ce que je vais dire là. Mais moi, de voir dans une émission de grande écoute qui s'appelle Star Academy, qui est un truc, moi j'ai toujours aimé le chant et la danse. C'est mes petits, j'adore regarder The Voice, ces trucs-là. Mais de voir que cette année, de trouver des jeunes comme ça, très jeunes, tous ouverts, le cœur ouvert, mais pas en compétition, qui ont créé une famille de cœur, qui se disaient leur amour, qui ont fait fondre tout le monde. Ils ont fait fondre. Et je vois qu'ils avaient 20 dates, ils doivent faire 20 concerts au départ, et là ils en ont 60, voire 70 concerts, tellement ils ont touché de gens. Ben moi, ça me donne de l'espoir que de voir des gens sensibles qui pleurent tous les jours, lorsqu'ils pleurent, ils pleurent, ils ont une sensibilité magnifique, mais de laisser cette sensibilité s'ouvrir et de pas se cacher, et de voir que ça touche les gens, me dit, j'ai un espoir de voir que le monde peut changer. Et c'est des jeunes, et quand je vois ça, c'est des jeunes de 18 à 24 ans, là, et je me dis, c'est ça l'avenir peut-être de notre monde,
Ça me fait, quand je vois ça, moi, ça me fait pleurer. Ah, je pleure, hein. Moi, je pleure à les regarder tellement je me dis, mais waouh, bravo. C'est chouette. Ouais. Chouette, oui, c'est inspirant. Même si c'est les TF1, si c'est, il y a des choses qui sont contrôlées, tout ça. Et je sais tout ça. Mais ça, c'est pas faux. Ce que je vois, c'est pas faux. Cette émotion, elle est vraiment pure. Elle est vraie. Et, euh, et cette sensibilité, on parlait d'enfant intérieur, on parlait d'enfant tout à l'heure. Toi, tu as eu un événement traumatisant, on peut dire, étant enfant. Tu as eu une agression sexuelle ou des agressions sexuelles. Ok. Comment, toi, en tant qu'homme, tu vois, avec toutes ces injonctions à la virilité, à la force, comment ça t'a demandé d'aller regarder ça, de ce que tu avais vécu? C'est même pas moi qui ai choisi, c'est comme si j'avais quelque chose de plus fort que moi qui m'a amené là. Moi, j'étais prof de gym pendant 20 ans. J'aurais pu rester prof toute ma vie parce que j'avais peur du monde extérieur, j'avais peur. Peur d'être dans la vie, et j'étais bien, je transmettais, j'étais bien aimé des élèves. Voilà. Puis j'ai eu mon grave accident, je suis resté 1 an à l'hôpital et puis l'accident m'a fait lâcher les peurs et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, à faire des choses, à oser être l'être que je sentais que j'étais, mais qui avait peur avant. Et j'ai lâché mes peurs. Et ça m'a aidé et j'ai eu la chance d'avoir aussi un directeur qui était très sensible et qui m'a beaucoup aidé. Un homme, justement, tu vois, j'ai eu aussi la permission d'homme. On m'a tendu la main, donc c'est pour ça que moi j'aime tendre la main aussi quand c'est possible. C'est ça qui m'a aidé. Moi, c'est grâce à des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont sorti de là. Mon accident, les abus, oui, les abus de l'âge de 2 ans à 9 ans à peu près. J'ai pas tout souvenir de tout ce qui m'est arrivé. C'est revenu dans mon travail thérapeutique et puis confirmé par mes parents aussi parce que c'était des gens extérieurs de la famille. Euh, c'est sûr que ça a été, je me suis victimisé longtemps. J'ai cru que c'était un handicap et que j'allais jamais que j'étais différent, que c'était à cause de ça que je serais différent. Tu vois, j'étais un peu dans la victime. Mais tant qu'on est dans la victime, il n'y a rien qui change. Rien. Donc, c'est la thérapie qui m'a appris à prendre responsabilité qu'aujourd'hui, ben, je suis adulte, je peux transformer ça en quelque chose, hein, comme on dit, les peaux fêlées, la complainte des peaux fêlées, c'est à travers les fêlures que la lumière passe. Et c'est juste d'en faire une force. Et ça a été de faire beaucoup d'années de thérapie, de thérapie transpersonnelle aussi, ou utiliser des choses, voilà, beaucoup de choses pour aller mieux dans le corps, aussi dans la respiration, mais aussi beaucoup de choses. Oui, le passage au corps, pour moi, Oui. ça me semble on dirait une obligation aujourd'hui pour les hommes, non? Ah mais dans le travail thérapeutique, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps, et c'est toujours dans le corps, et je l'ai fait aller à l'intérieur. Et pour ça, la théorie polyvagale aussi, c'est super d'aller aussi voir de ce côté-là, parce que ça explique comment on se fige, comment on se dissocie, et comment on fait pour sortir de la dissociation. Et ça, c'est indispensable. Oui, les hommes, c'est l'apprentissage de sentir leur corps, pour sentir leurs besoins, pour sortir leurs envies, pour sentir leurs limites, et les exprimer au monde en douceur, sans besoin d'être violent, parce que quand on l'exprime pas, ça sort de manière violente. Et comme on est fort, les hommes, voilà, par rapport aux femmes, souvent on a plus de force physique. Mais on utilise cette force-là, ça c'est vraiment souvent un aveu de faiblesse et d'impuissance. Et ça crée encore beaucoup ça fait beaucoup de mal dans le monde, hein. Ça fait des guerres, ça fait des morts, ça fait des femmes battues, des femmes tuées. Ça me touche. Et ça, c'est pas que les hommes sont mauvais, c'est juste qu'ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions, à les exprimer et à les faire circuler. Ce qui fait que quand il y en a trop, ben ça sort et ça sort n'importe comment. Souvent, de manière violente et d'une manière Hmm. déviante. Hmm. Malheureusement, oui. Il y a tout un défi de ce côté-là. Et Ouais. est-ce qu'il y a au niveau on va dire, de problématiques des hommes, moi je sais que je suis passé par là. J'avais peur de l'engagement. Ça vient d'où ça? C'est toujours c'est une niveau de liberté? Ah oui, peur d'étouffer. Bah, comme on n'est pas capable de trouver la liberté à l'intérieur de soi, l'engagement, ça veut dire qu'on a peur s'il y a d'autres choses plus chouettes, ça c'est de l'adolescence, hein, des adolescents qui arrivent pas à choisir. Il dit, à choisir. C'est très adolescent dans mes séminaires avec ados. C'est vraiment une sacrée problématique, le choix. Ben, c'est ça. Ben, quand on veut pas s'engager, c'est la peur. Moi, je vois la peur que j'avais de m'engager. Déjà, deux choses. C'est la peur d'être enfermé, de pas pouvoir être libre, et surtout
la peur que si je m'engage, l'autre me voit aussi tel que je suis. Je peux cacher, tu vois, avec mes élèves, l'engagement, il était, je rentre chez moi le soir, pareil en thérapie, je vois mon thérapeute, mais après, je rentre chez moi. Mais dans l'engagement, ta partenaire, elle te voit tout le temps comme tu es, tu peux pas te cacher. Et moi, je pensais que j'étais un monstre, que j'étais pas une belle personne pour une femme, surtout pour les femmes. Et ben, je me cachais, je disais pas qui j'étais, mais à un moment donné, ben, je pouvais plus me cacher. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, je partais. Parce que si je restais, elles allaient voir à quel point j'étais pas quelqu'un de bien. Et elles m'auraient quitté, et me faire quitter, ça aurait été insupportable. Les séparations, pour moi, c'était douloureux. Ça me renvoyait vraiment à cette violence enfant, de séparation violente. Donc oui, il y a plein, hein. J'en donne deux, je donne mon histoire, mais après, il y a certainement d'autres histoires qui font que les gens ont peur de s'engager. Mais je remarque, moi, en thérapie, en tout cas, qu'il y a beaucoup ça. La peur de perdre sa liberté. C'est pour ça qu'il y a le polyamour aussi, tu vois, le polyamour. C'est beaucoup de gens qui ont peur d'être enfermés, mais tant qu'ils comprennent que c'est à l'intérieur, la liberté. Et après, je critique pas, hein. J'ai accompagné beaucoup de gens au Québec dans le polyamour, et j'ai côtoyé beaucoup de gens polyamoureux. Moi-même, je me suis posé des questions par rapport à moi. Est-ce que ça serait pas une voie pour moi? Sauf que c'est déjà compliqué avec une partenaire, alors avec plusieurs. Oui, je le vois comme, bah, en tout cas, je l'ai pas vécu, donc en tant que je vis pas quelque chose, je peux pas être totalement sûr, mais j'ai plus une idée que c'est une fuite. Mais, et si on en revient on va dire quelque chose de plus d'aller en avant. C'est quoi une bonne communication? C'est quoi les clés qu'on peut donner pour peut-être que ça peut se passer. Tu peux peut-être nous l'inspirer par comment ça se passe un dialogue imago, par exemple. Bah oui, bah c'est ça, c'est un dialogue imago, c'est prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit. On a le droit de faire un seul tu. Le seul tu, c'est je me suis senti blessé quand tu. Et on dit ce que l'autre a fait ou a dit. Sans évaluation, sans critique déguisée. Hein, c'est quand tu fais exprès de, non. Quand tu m'attaques, non. C'est quoi qui fait concrètement? Tu m'attaques, je filme quoi? Quelque chose qu'on peut filmer. On dit à l'autre et après on ne parle que de soi. Ce que je vis, ce que je ressens. C'est ça un dialogue imago. On a des phrases et l'autre nous fait le miroir. Il est sur un petit pont, il fait juste le miroir. Je t'entends dire que, puis il va répéter ce qu'on a dit. On fait des phrases courtes, hein, sinon il faut pas que ça soit la tête qui retient. Et c'est juste ça, un dialogue imago. Ça, c'est trop long à expliquer comment ça se passe. Oui, bien sûr. Mais c'est très vite, en une séance, on comprend comment faire. Hein. C'est vraiment une belle approche. Pour moi, c'est l'approche la plus humaniste que je connaisse. Et qui demande juste à mettre un cadre bienveillant, chaleureux, un cadre, mais ferme aussi, pour pouvoir se sentir en sécurité. Donc c'est parler de soi et aller vers zéro négativité. Oui, l'expression de ses besoins, de ses sentiments. 100% responsabilité et zéro négativité, c'est ça, d'aller vers ça. Puis de faire bien une différence entre besoin, et là c'est plus de la communication non violente, en imago, on y va moins, mais moi j'aime bien rajouter ça, c'est la différence entre un besoin et une stratégie. Parce qu'il y en a plein qui disent mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Non, j'ai besoin que tu m'écoutes, c'est pas un besoin, c'est une stratégie. Si l'autre n'est pas disponible pour t'écouter, ben comment tu peux t'écouter toi? Comment tu peux trouver de l'écoute ailleurs? T'as un besoin juste de connexion, oui, t'as un besoin de partage, voilà, mais t'as besoin que tu m'écoutes. Tu vois, c'est ces choses-là, apprendre la différence et juste être un peu plus conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie. Dans la sexualité aussi, du coup. Oh, ben complètement, dans la sexualité, c'est hyper important de dire nos besoins, nos envies, parler de soi. Critiquer dans la sexualité, ça équivaut à castrer, et là. Tu parlais de désir tout à l'heure. Mais une femme peut pas avoir de désir s'il n'y a pas de connexion. Tu vois, genrer encore. Il y en a plein qui feraient des bons, mais je suis obligé de le genrer. Et dans les stages, quand je viens, c'est vraiment ça. Chez la femme, elle veut vraiment la connexion. Même si j'ai rencontré une partenaire il y a quelques temps où c'était des fois, ça peut être inversé. La personne, elle veut vraiment du sexe sans connexion, et puis voir ce que ça faisait. L'impression d'être de la viande et de pas être aimé pour qui je suis, tu vois, ou apprécié pour qui je suis. Alors ça peut, de temps en temps, on peut aller dans cet espace-là, hein, mais il faut qu'il y ait de la connexion pour pouvoir aller dans ces espaces-là aussi.
Donc c'est ça. Nous, on a besoin d'être désirés, nous les hommes, pour ouvrir notre cœur. Et les femmes, c'est le contraire. Donc c'est apprendre comment on fait pour se rejoindre. Comme Jean-Philippe, que tu as invité il y a pas longtemps. Tu peux dire comment réconcilier sexe et cœur. Ouais, lier le cœur à le sexe, c'est ce que j'ai Enfin réconcilier comme dans son livre, ce superbe livre pour comprendre ça. Hmm. Hmm. Tu parles de joie aussi dans le livre, dans ton Oui. livre. De cultiver la joie dans le couple, ça passe par quoi? Imago, c'est la thérapie de la joie. On dit toujours, donc c'est cultiver la joie, c'est se faire des appréciations. Rien que ça, tiens, tu as un outil, je le propose souvent, c'est juste de se faire une appréciation en miroir. On se regarde, on se prend les mains, les yeux dans les yeux, ça peut être allongé dans le lit. Puis tous les jours, se faire une appréciation, dire une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi aujourd'hui, c'est. Puis l'autre le reçoit, pour qu'il le reçoive, il fait le miroir. Ah, je t'entends dire qu'une chose que tu as appréciée chez moi, c'est ça. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Puis dire juste que ça nous a fait sentir, peut-être. On peut rajouter une phrase, dire, puis quand j'ai vécu ça avec toi, ça m'a fait me sentir connecté, aimé. C'est tellement bon de faire ça. Et ça prend 2 minutes. Donc les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, tout ce que tu as dit aussi, là, ça me fait penser à. Ouais, j'ai l'impression en tout cas, quand il y a des soucis dans un couple, c'est faire la paix dans le couple, ça passe aussi par la paix avec son couple intérieur. C'est ça. Je dis toutes les guerres. Quand tu lis un peu aussi l'histoire du monde, les guerres, comment elles sont parties, toujours un conflit entre 2 personnes. Les gens, au lieu de faire la guerre à leur partenaire, ils font la guerre à une nation entière. Et toute leur colère qu'ils ont à l'intérieur, ils la projettent sur carrément un État. C'est des gens très puissants, très manipulateurs, hein, mais quand tu fais la guerre. Et quand tu vois Mao, Hitler, Pol Pot, tout ça, ils ont des histoires terribles. Et ils ont fait ça sur. Et si j'apprends à faire la paix avec mon enfant à l'intérieur, si j'apprends à l'accompagner moi-même, si j'apprends à être en paix avec mes parents, à leur pardonner pour toutes les souffrances que j'ai vécues enfant, etc., etc. Si je fais tout ça en thérapie, on crée de l'amour et on fait la paix à l'intérieur. Donc on va faire la paix, on va créer de la paix à l'extérieur aussi. C'est aussi simple. Je sais que ça peut paraître béni oui, mais non, des fois c'est de mon expérience. Oui, moi, ça me renvoie aussi à la citation de Gandhi, qui est simple, mais pourtant qui est du Dalai Lama. J'ai une confond. Voir le changement qu'on veut aussi en soi je perds mes mots. Vivons le changement que nous voulons. Voilà. Je sais plus exactement les mots, mais oui, c'est là, je crois. Merci. Et on arrive bientôt à la fin de cet échange. Comment réinventer le couple? C'est quoi les clés? Comment réinventer le couple? Oui. Là, s'il y avait des clés comme ça toutes faites. Moi, je pense vraiment que prendre 100% responsabilité, aller vers zéro négativité, se donner au moins un rendez-vous d'1 heure par semaine pour se connecter. Ça peut être se donner un rendez-vous de massage sensuel, sans chercher autre chose, juste mais dans l'instant présent. C'est ça, c'est au lieu de toujours vouloir aller quelque part, vouloir rêver sa vie, c'est la vivre. C'est vraiment au quotidien. C'est parler de ses besoins, parler de ses envies, et le faire dans un espace sécure. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que le dialogue Imago. S'il y en a qui ont d'autres outils pour vraiment le faire, honneur. Mais pour vraiment se sentir en sécurité, moi, qui vient vraiment d'une insécurité complète, ça m'a vraiment aidé, moi, ce dialogue-là, à me sentir complètement en sécurité pour oser dire qui je suis et me sentir du coup aimé pour qui je suis. Parce que tout le monde veut être aimé pour qui ils sont, mais si on dit pas qui on est, si on cache à notre partenaire qui on est vraiment parce qu'on a peur d'être rejeté ou d'être abandonné ou quoi que ce soit, on peut pas être aimé pour qui on est. Ça passe par là. Donc, voilà. Bien. En gros. Merci. J'aime bien toujours laisser un espace pour mon invité d'exprimer un dernier mot, une dernière pensée, une dernière réflexion. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? C'est juste comme c'est un podcast pour les hommes aussi, hein, et pour les femmes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui t'écoutent. C'est vraiment
si nous voulons vraiment changer le monde et puis changer la relation, c'est-à-dire si on veut avoir une relation épanouie, la relation qu'on l'on veut, ça passe par changer soi. Et pour changer soi, c'est vraiment oser aller à l'intérieur de soi. Que ce soit par la méditation, mais pour moi, c'est pas suffisant la méditation. Des fois, ça peut être un évitement. Alors, la méditation, c'est pas ça, c'est habiter son corps, mais souvent c'est un échappatoire. Moi, je le vois autour de moi, il y a des gens qui s'échappent avec la méditation. Mais c'est très complémentaire, c'est d'aller faire des choses dans son corps, des thérapies psychocorporelles, d'apprendre à sentir ses besoins, sentir son corps. Il y a plein d'outils pour ça. Et moi, j'invite les hommes vraiment à faire ce chemin-là. La danse aussi, on est dans le corps. Moi, je fais beaucoup de danse aussi. Pareillement. Ouais. De toute façon, depuis le début de cette interview, j'ai l'impression de voir un miroir. Merci Claude pour tes lumières sur le couple, sur la relation à soi, sur la relation à l'autre. Merci Louis. Moi, j'ai trouvé ça très instructif et je suis persuadé que ça le sera pour beaucoup de gens, des hommes, des femmes, quelle que soit la relation, quelle que soit son orientation sexuelle. Donc je vais finir avec quelques mots quand même sur donc tu as ton livre qui s'appelle Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago qui est disponible aux éditions Erol. Et tu seras présent, on va quand même rappeler et faire un peu de publicité, tu seras présent aux Nouvelles Voix Masculines, le colloque qui aura lieu le 22, 23 et 24 mars, 3 jours de conférences, de table ronde autour de la sensibilité masculine, et tu y participeras pour de nouveau parler de couple, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Puis c'est bien de le dire. Les gens me disent mais ça va se faire où? Ça se fait où? Parce qu'ils voient pas leur droit. Ça se fait sur le net. Ça se fait sur les ondes. C'est ça. Ça se fait en ligne et en plus on peut acheter un accès et on n'est pas obligé de regarder les conférences en direct. On peut les voir. Je crois pendant un an, me disait Yvan Faneuf avec qui j'ai fait il y a une interview il y a quelques jours que tu connais, je crois. Oui, bien sûr, avec Yvan. J'aime beaucoup Yvan, on s'aime beaucoup. Et je suis très heureux de faire ce congrès qui est organisé par Yvan, puis par aussi sa collègue qui est une Française. Et oui, Anne-Cécile. Et quand j'étais au Québec, j'ai eu la chance de les rencontrer. Vraiment que des belles personnes. Ça va être un magnifique congrès, sur la condition masculine. Et je trouve que, il y a beaucoup à faire, donc je suis très heureux de ce congrès. Oui, c'est un bel événement qui s'annonce, parce qu'il y en a pas eu d'aussi important, je pense, depuis, à ma connaissance. Non. À ma connaissance. Merci Claude, merci beaucoup pour ton temps, pour ta parole, pour ta voix. Je te souhaite de trouver l'amour. Je te souhaite une belle continuation et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée Claude. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.